Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, 2 réunions de Banque centrale pour le prix d'une aujourd'hui. On parle de la réunion d'urgence de la Banque centrale européenne qui s'est tenue à la mi-journée. Et puis de la réunion à suivre ce soir de la Réserve fédérale américaine, qui est une réunion régulière, programmée pour le comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine. La BCE donc qui signalait cette réunion d'urgence dès ce matin. Le meeting s'est tenu à la mi-journée avec comme sujet le risque de fragmentation en zone euro, qui est le revers de la médaille de la normalisation pour la Banque centrale européenne, l'écartement des coûts de financement entre États qui est déjà visible depuis plusieurs semaines, mais qu'il fallait stopper pour éviter une spirale trop négative. Le communiqué de la BCE qui a suivi cette réunion reste finalement très évasif, avec un manque de détails criant. Néanmoins, ce communiqué affirme, réaffirme, entérine la volonté de la Banque centrale européenne de s'engager sans limite pour préserver l'euro, avec l'idée que le programme d'achat d'urgence pandémique pourra être utilisé de manière flexible à travers ces réinvestissements pour soutenir les signatures souveraines les plus fragiles. On pense bien sûr à l'Italie, la BCE qui confirme également que les équipes, le staff de la Banque centrale européenne est au travail pour bâtir, mettre sur pied un nouvel outil de gestion de crise dont on attend les détails. Mais cette volonté commune signalée par ce communiqué a permis quand même d'atténuer un petit peu les tensions sur le marché obligataire européen, avec une grosse détente des taux italiens, un 10 ans italien qui était parti au-delà de 4% et qui se retrouve ce soir en fin de journée à 3,70%. Voilà donc pour la situation en zone euro. L'autre gros événement de la journée, bien sûr, ce sera la décision de la Fed ce soir, et surtout la communication, une communication assez générale, puisqu'on aura les nouvelles projections économiques de la Réserve fédérale américaine, les nouvelles projections en matière de taux directeur. Le chemin de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis a sans doute beaucoup évolué depuis le dernier meeting qui se tenait début mai. Et puis bien sûr, la décision sur l'ampleur de la hausse de taux à délivrer ce soir. 50 points de base semblent désormais définitivement écartés. Le choix pourrait se porter sur 75 points de base, avec pourquoi pas un risque de voir 100 points de base, estiment certains. On discutera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On notera le rebond des marchés actions après des séances de baisse quand même particulièrement lourdes qui ont amené le S&P 500 en bear market, une baisse de plus de 20% depuis le pic historique de début janvier. Détail à suivre avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons le plan Repower EU qui a été dévoilé, détaillé par la Commission européenne il y a un mois de cela, et qui est le début d'une stratégie énergétique européenne. Nous en parlerons avec un analyste spécialiste du secteur de l'énergie, Xavier Rognard, Brian Garnier, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Une journée de rebond qui se confirme en fin de séance pour les actions européennes. Les détails du jour avec Alix Nguyen. Le CAC tâche de maintenir son rebond après l'annonce par la BCE de la création d'un nouvel outil visant à éviter une fragmentation dans la zone euro. Pour rappel, la BCE a annoncé ce matin un conseil des gouverneurs non programmé, une réunion décidée alors que les spreads entre les emprunts d'État des différents pays de la zone euro se sont récemment creusés, dont ceux entre l'Allemagne et l'Italie. Les responsables de la BCE ont discuté d'une part d'une stratégie destinée à protéger l'intégrité de la zone euro. Ils se sont engagés à réinvestir avec flexibilité les échéances du portefeuille d'obligations constitué depuis 2020. Et puis le Conseil a mandaté les services compétents de l'Eurosystème, mais aussi ceux de la Banque centrale, afin d'accélérer la mise au point d'un instrument de prévention de la fragmentation. En Europe, le stock 600 des banques signe la meilleure performance sectorielle. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression. Autre préoccupation majeure aujourd'hui, le marché s'interroge quant à l'ampleur du prochain relèvement
monétaire de la Fed, dont la décision est attendue dans la soirée, avec en ligne de mire une récession redoutée. Sur le plan des indicateurs à suivre aujourd'hui, aux États-Unis, les ventes au détail en mai ont baissé de 0,3% après une hausse de 0,7% en avril. Des chiffres qui donnent du crédit au scénario pessimiste d'une prochaine retombée en récession. Autre indicateur pour le moins décevant, la production manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée au mois de juin, du fait notamment, d'après la Fed locale, d'un rallongement des délais de livraison. Son indice Empire State est ressorti à moins 1,2 ce mois-ci contre moins 11,6 au mois de mai. Du côté de l'inflation, les prix à l'importation ont augmenté de 0,6% le mois dernier en rythme séquentiel, après une hausse de 0,4% en avril. À noter, corps poussé des carburants, ils se sont néanmoins tassés de 0,3%. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, 12h30, 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Saunier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir. Hervé Gouletker nous accompagne, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Greg. Merci d'être là. Et merci Alexandre Taïeb d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Greg. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management. Bon, 2 réunions de Banque Centrale pour le prix d'une. Je crois même qu'il y a le Brésil aussi qui doit communiquer une décision de politique monétaire ce soir. Mais si on parle de la Fed et même de la BCE peut-être avant la Fed, comment vous comprenez le besoin qu'a eu la BCE de créer cette séquence de communication surprise aujourd'hui, Alexandre ? L'emballage est important, sachant que les banquiers centraux ne manquent pas d'occasion de s'exprimer. La BCE d'ailleurs tenait un meeting officiel il y a moins d'une semaine. Christine Lagarde parle à peu près tous les 2 jours. Isabelle Schnabel, membre importante du board, s'exprimait hier soir à Paris sur le sujet de la fragmentation, qui a été l'objet donc de cette réunion ad hoc, impromptue. Pourquoi est-ce que la BCE a eu besoin de créer cette séquence de communication aujourd'hui ? Oui, surtout qu'elle a craqué une semaine après une intervention. Donc, le pourquoi, c'est que la séance qui s'est déroulée lundi sur les taux, en fait, ce qu'on a vécu, c'est en une journée un micro-remake de 2011. Il y a eu un assèchement de la liquidité sur les taux courts. Il y a eu une explosion des spreads, surtout sur les pays périphériques. Et donc derrière, on a Schnabel qui nous explique qu'en gros, whatever it takes pour sauver l'euro. Quoi. Un engagement sans limite pour défendre l'euro dans le cadre du mandat. Exactement. Et donc à partir de ce moment-là, la réunion d'urgence 1 est justifiée par rapport à ce qu'on a vu lundi, parce que la BCE ne veut surtout pas qu'il y ait un emballement à la hausse sur les taux. Et ensuite, ce qu'elle apporte, c'est pour l'instant pas grand-chose, de l'espoir, de l'intention, mais le fait de communiquer autant dessus et de répéter plusieurs fois qu'il travaille sur un nouvel outil, ça rassure le marché, on le voit, l'effet sur les taux aujourd'hui, et ça pose un jalon sur le fait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Il va falloir sortir quelque chose de nouveau. Alors il y a déjà l'existant, on en parle brièvement, donc le renouvellement du PEP, qui peut être modulé en fonction des pays, en fonction des différentes situations économiques. Il y a aussi, dans le cas extrême, évidemment, le FESF ou le MES, donc le mécanisme européen de stabilité, qui peut toujours servir, mais la BCE ne veut pas arriver à cette situation-là. Donc, réunion d'urgence justifiée, maintenant il va falloir délivrer et assez vite. Ouais. Est-ce qu'elle s'y prend Est-ce que la BCE capitalise sur les enseignements de la crise souveraine de 2011-2012 ? Est-ce qu'elle s'y prend suffisamment tôt aujourd'hui, pour le coup, pour ne pas avoir à affronter une nouvelle forme de crise souveraine plus ? Alors oui, si elle fait quelque chose de vraiment concret, elle s'y prend probablement assez tôt. Maintenant, de la fragmentation, il va y en avoir malgré tout. Là, on est encore en phase où le marché teste la Banque centrale. En fait, partout. Il n'y a pas que la BCE. Le marché, globalement, teste les banques centrales.
Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est, une fois qu'elle aura délivré, est-ce que la fragmentation va perdurer ? Et je pense que cette fragmentation va perdurer entre les taux périphériques et les taux corps, parce que l'unique solution, à mon sens, elle n'est pas au niveau de la Banque centrale. Elle est au niveau des politiques. Il faut aller vers la mutualisation des dettes. C'est extrêmement long, on en parle depuis 2012. Ça va continuer d'être long, mais ça paraît être aujourd'hui l'unique solution. L'ultime et définitive réponse à cette question de la fragmentation, c'est je vois Hervé qui acquiesce. Pourquoi il y a eu ce besoin quand même de créer cette séquence de communication ? Quand on se lève le matin à 8h et qu'on voit la BCE organise une réunion ad hoc impromptue sur le sujet de la fragmentation, on se dit « Oula !» Ça met un peu de stress dès le matin et on se demande si les banques centrales ou la BCE en particulier n'est pas en train de paniquer un peu. Bon. Quelques heures ont passé, le marché se calme un petit peu. Et qu'est-ce qu'on peut dire ce soir de ce point de vue-là ? En fait, il y a plusieurs regards. Je pense que le regard le plus important, ce n'est pas celui que spontanément le marché a. C'est un regard plus politique. On est à un moment particulier de l'histoire où l'unité de l'Europe est une nécessité et où l'idée d'une intégration plus forte est discutée. On ne va pas avoir d'ennui avec l'euro, avec les marchés à un moment comme cela. Je pense que le message en off, évidemment, des politiques à la Banque centrale, c'est de dire les marchés doivent être calmes, on ne doit pas avoir, je dirais, un aspect plus négatif sur nos marchés que ce que l'on observe ailleurs dans le monde, et singulièrement sur le marché des titres d'État. Ça, je pense que politiquement, on est à un moment comme ça. Après, si on voit ça avec un regard plus banquier, on sait qu'on est à un moment où on va avoir du ralentissement économique, l'inflation va créer du ralentissement économique, et donc on va avoir du risque de crédit. Le risque de crédit va monter. On espère bien qu'il ne concernera pas le souverain, mais bon, voilà, il y a un risque de crédit qui monte. Il ne faut pas que le risque de crédit soit accompagné d'un risque de marché. Et on revient finalement à quelque chose qui ressemble à l'angle plus politique que l'on discutait auparavant. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, le message envoyé à la Banque centrale, c'est que pas de fragmentation, pas de risque de marché, spécialement sur le souverain. Ça, c'est clair. Après, comment on s'y prend ? Est-ce qu'avec les remboursements, on a suffisamment de munitions ? Si on accepte de mêler remboursement du PEPP, remboursement de l'APP, donc le programme spécial contre la pandémie et puis le programme classique d'achat, on peut peut-être s'en sortir. On pourrait peut-être mobiliser 50 milliards par mois. C'est plutôt bien. Est-ce que ça sera suffisant ? On n'en sait rien. Ça dépendra de ce qui se passera. Et donc, évoquer la construction d'un nouvel outil, c'est habile. Les méchantes langues diraient que sous la Troisième République, on disait que lorsque l'on veut étouffer un sujet, on crée une commission. On ne dira pas ça aujourd'hui, mais je pense qu'envoyer le message, c'est habile. Par contre, la difficulté pour la BCE, et là on est à un niveau, je dirais, plus à la fois technique et de communication pour notre Banque centrale, c'est que d'un côté, elle dit il faut que je normalise, il faut que je monte les taux, et si de l'autre côté, eh bien, elle est obligée de se remettre à inflater son bilan, on va lui dire, même s'il y a deux objectifs et donc deux outils, ce qu'on peut comprendre, est-ce que objectifs et outils ne sont pas un peu contradictoires les uns avec les autres ? Et c'est là où c'est compliqué. Lorsque on fait de l'assouplissement monétaire, il n'y a pas de contradiction. Lorsque l'on fait de la normalisation et qu'on veut lutter contre la fragmentation, il ne faut pas se marcher sur les pieds. Oui, donc c'est une crise différente de la seule crise souveraine de 2011-2012, où là, il y avait un sujet important, crucial, clé à traiter. Là, il faut jouer sur deux problèmes. Il y a deux sujets et il y a deux instruments qui, dans la tête du marché, sont des instruments qui ne sont pas indépendants. Non. Et donc là, il va falloir réussir à faire passer le message qu'il y a une certaine indépendance, sauf si l'activité aide, que ça aille tellement mal que les pressions inflationnistes nous laissent un peu. Oui, mais c'est une possibilité.
Comment on normalise en zone euro ? C'est un exercice sans précédent. Comment on normalise en zone euro en préservant l'intégralité de la zone euro ? Ouais, j'ai pas mal de remarques là-dessus. La première, quand même, c'est qu'on a été complètement anesthésié par 10 ans de QI. Il ne faut pas oublier ça. Alors, pour être un peu cynique, revaloriser un peu ou repricer un peu le risque, c'est quand même naturel. C'est pas cynique, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Alors, si on regarde les chiffres, si on parle de l'Italie, 4% sur 10 ans, ok, mais 150% de dette sur PIB. La dernière fois qu'ils ont atteint ce niveau-là, c'était, on revoit l'histoire, dans les années 20. Donc, c'est quand même pas rien. Ensuite, je suis aussi d'accord, je reviens à ce que vous venez de dire, c'est qu'on a tendance à faire porter le chapeau beaucoup aux financiers et aux banques centrales, alors même que les politiques ont quand même leur rôle à jouer, et que c'est bien pratique de se cacher derrière les politiques, derrière les banques centrales, pardon. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on arrive à un moment qui est très important où beaucoup de choses changent. C'est clairement la fin d'un cycle. Si on se replonge à la fin des années 80, début des années 90, c'était, on pourrait dire, le début du cycle actuel, qui est en train de prendre fin, avec la mondialisation, la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, la mondialisation à tout va avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, et puis une population active disponible qui explose. Aujourd'hui, on a tout le contraire. On a une population active qui se réduit en Chine de 7 millions par an. On a une population active en Europe, je crois, qui doit baisser de 100 millions de personnes d'ici 2050, donc c'est monstrueux. On a une polarisation politique qui se recrée. Voilà, on peut faire une liste très très longue comme ça. Oui, raréfaction des ressources. La transition énergétique est un phénomène éminemment politique, mais sur lequel on veut que les financiers soient en lead et portent en grande partie le chapeau aussi. Donc ça, c'est compliqué. Et puis finalement, quand on regarde la politique, pour revenir à la politique de la BCE, est-ce qu'il n'aurait pas fallu accélérer et freiner en même temps ? C'est-à-dire commencer par augmenter les taux tout en maintenant une politique d'assouplissement monétaire. Alors c'est peut-être pas très orthodoxe, mais on aurait peut-être évité les déconvenues qu'on vit aujourd'hui. Ça, oui, ça fait un peu pilote de rallye, quoi. Mais écoute, on pointe. Oui, c'est ça, voilà. C'est exactement ça, oui. Ouais. Mais Bon, mais ça, c'est le passé. Enfin, c'est pas comme ça qu'on a décidé de traiter la situation. Non, mais c'est dommage. Ça montre toujours un manque de planification sur tous les sujets à moyen long terme. On est toujours dans la réaction et pas dans l'anticipation. Et ça, c'est un peu dommage. Et du coup, là, pour les deux investisseurs, concrètement, est-ce qu'on a quand même l'idée d'un backstop ou d'une intention de backstop suffisante de la part de la BCE pour se dire, tiens, la signature italienne, elle équivaut à la signature allemande dans l'idée que la zone euro est pleine et entière, en tout cas défendue par une banque centrale, en attendant une finalisation de la construction politique. D'une certaine manière, c'est le retour d'un certain put de la BCE. Maintenant, je partage complètement le propos qui a été tenu avant, c'est qu'il faut arriver à la mutualisation politique de la dette souveraine. Et tant qu'il n'y aura pas ça, le marché testera les limites de la BCE. Donc laisser la BCE seule face à ce problème qui est éminemment politique, c'est quand même pas super faire. Et il faut avancer. On a fait le programme Next Generation EU qui représente 150 milliards d'euros par an. Alors 150 milliards, c'est beaucoup, mais c'est pas assez à la fois. C'est un premier pas. Il faut espérer que ça permette de poser la première pierre d'une construction solide. Oui, et d'ailleurs, dans son discours sur le risque de fragmentation, Schnabel, elle met bien les choses dans l'ordre. Elle dit, la réponse, c'est la réponse politique. Next Gen EU est une première étape pas suffisante. En attendant une réponse politique, la BCE se doit effectivement de préserver l'intégrité de la zone euro. Je reviens sur le plan de l'investissement, Alexandre. Les marchés n'ont pas fini de tester la Banque Centrale Européenne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non. Notamment sur la dette italienne, par exemple. On va avoir 3 semaines, 1 mois d'attente, avec des mouvements qui sont brutaux. Un renouvellement, mais plus d'achat de la BCE, des États qui ont besoin de s'endetter. Qui va être acheteur naturel derrière la BCE ? Ça pose la question de la liquidité. Donc oui, il va y avoir des tests, au même titre qu'on peut prendre l'exemple de la Banque du Japon. Alors le test est beaucoup plus marquant sur la Banque du Japon, on y reviendra peut-être plus tard. Mais on peut y en parler maintenant. Sur la BCE, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on teste les limites pour voir à quel moment elle va bouger. En fait, on est probablement au moment de l'économie ou du marché où on a le plus de doutes sur le fait que les banques centrales changent leur fusil d'épaule.
pour une fois, elles ont l'air vraiment déterminées à normaliser leur politique et à tasser l'inflation. Donc effectivement, on va tester. Et typiquement, on le voit avec la Banque du Japon, où le banquier central Kuroda nous dit qu'il ne bougera pas sur sa politique de contrôle de la courbe des taux. Et donc, on a des hedge funds comme Bluebird qui se mettent à shorter massivement le taux japonais, ce qui remet en question un peu tout ce qu'on a appris sur les 10 dernières années, à savoir ne pas se mettre en face d'une banque centrale. Là, ils le font et ils pensent qu'effectivement, avec l'effondrement récent du yen, la banque centrale japonaise va devoir bouger parce que le Japon aujourd'hui subit une inflation qui est moins importante que la nôtre, mais une inflation importée qui est quand même existante dans une économie où il n'y a pas eu d'inflation pendant 20 ans. Donc effectivement, on teste un peu tout ça. Et pareil, sur la Fed, cette rumeur des 75 points de base, enfin ce bruit qui est arrivé très très fort il y a 2 jours sur 75 points de base de hausse de taux, c'est aussi une partie du marché qui teste la Banque centrale. Bien sûr. Donc on est Et de ce point de vue-là, la Fed semble avoir craqué. Réponse ce soir, mais elle semble s'aligner sur... J'écarte pas les 50 points de base. J'écarte pas complètement les 50 points de base seulement. Quand je lis les stratégistes de Wall Street là-dessus, pour eux, ça devient le pire scénario, 50 points de base. Et c'est le elle perd toute sa crédibilité, elle en fait pas assez. Et elle comprend pas, elle n'est pas capable de s'ajuster à ce qui se passe. Je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que justement, sur sa crédibilité, elle a quand même des forward guidance qu'elle a données. Cette forward guidance, elle nous dit 50 points de base. Faire 75 points de base, ça envoie un message quelque part de « je me plie au marché ou je suis en mode panique ». Parce que le marché croit franchement que la Banque centrale devrait être en mode panique. Donc 75 points de base, plutôt bien pour le marché, et c'est ce qu'il voudrait, je pense. 50 points de base, on reste focus, on ne fait pas attention. On préserve la forward guidance. Enfin, on préserve l'idée que c'est un outil utile qui peut avoir de la valeur. Mais ce qui serait une erreur. Enfin, personnellement, je préférais que les banques centrales n'aient plus de forward guidance. Il y a une époque où elles n'en avaient pas. Et pour choquer le marché, c'est quand même le meilleur moyen de créer les mouvements qu'on veut créer en amenant de la surprise. De ce point de vue-là, comment vous regardez le bras de fer, oui, effectivement, entre les banques centrales et les marchés sur l'histoire de la lutte contre l'inflation? Je ne sais pas si le Japon est un exemple intéressant aujourd'hui, mais la Fed, en tout cas, c'est l'exemple du jour. Hervé. Je pense qu'il y a un problème de temporalité. Les marchés qui ont perdu leur repère sont dans le court terme et sont donc dans la réaction. Tu as vu le chiffre de l'inflation vendredi aux États-Unis, flûte, c'est un peu plus fort, mais il y a une caisse de résonance qui devient très forte. La Banque centrale, elle est là pour donner un cap, c'est-à-dire dans ce monde où les repères sont quand même très vacillants, un cap pour l'économie réelle, un cap pour les marchés de capitaux. Et donc moi, je pense que la Banque centrale américaine, pour parler d'elle, aujourd'hui, il y a 2 éléments centraux. Le premier, c'est que oui, la normalisation est en marche et sans doute, il faut qu'elle soit à un rythme relativement rapide. Et si on a des chiffres plus mauvais, peut-être faut-il accélérer le rythme. Mais accélérer le rythme, et c'est le deuxième cap, c'est il ne faut pas que je perde, je dirais, mes ouailles, l'économie réelle, les marchés, dans la démarche que j'entreprends. Donc, à mon avis, si j'étais la Fed, la bonne réponse que je ferais, et je n'écoute pas en la matière les stratégistes de Wall Street, moi, je dirais... je vous avais dit que je ferais 50 centimes. Elle nous expliquera la vision qu'elle a de l'économie. Et je vous fiche mon billet que, d'une façon ou d'une autre, 2023, 2024, on aura un ralentissement des prix. L'ampleur, ça se discute, mais on aura un ralentissement. Et ce qu'elle va nous dire, selon moi, mais je me trompe peut-être, c'est qu'on aura 50. Par contre, je suis prêt à accélérer. Je vous avais dit que je ferais 50 et qu'à partir de l'été, on ne savait pas trop quand, la fin de l'été, on avait compris, je passerai à 25. Là, elle va nous dire, je vais peut-être maintenir le rythme des 50 un peu plus longtemps parce que les choses vont plus vite. Mais à mon avis, donner un satisfecit à des marchés
qui sont simplement en train de se chercher, et c'est normal de se chercher. C'est pas les aider. On est à un moment qui est lisible. Bah oui, je pense que c'est pas les aider. Ils tournent un peu déjà sur eux-mêmes, ils vont tourner encore plus vite. Moi je vois pas bien ce qu'on a à sortir de ça. Le truc derrière, Hervé, quand même, c'est que derrière le petit débat de 50 ou 75 ce soir, il y a quand même l'idée de jusqu'où la Fed ira. Et là aussi, de ce point de vue-là, les choses bougent très très vite. En un mois, le marché, vous voyez, il y a un mois, le taux terminal autour de 3%, on est passé à 4 maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de rythme, c'est une question de se dire que c'est la seule manière désormais d'abattre l'inflation telle qu'on la voit se développer devant nous. Bah, c'est le sujet dont on parle depuis mois. bientôt un an. Oui, un an, oui, bien sûr. À chaque fois qu'on se voit, on parle de qu'est-ce qui dépend du conjoncturel et qu'est-ce qui sera à terme plus structurel. Et on a toujours ce souci. Alors c'est pour ça qu'on blâme les banques centrales pour avoir été trop lentes. Mais en réalité, moi je comprenais tout à fait qu'elles veuillent attendre que la poussière retombe pour voir si les enfants du Covid, puis après de l'Ukraine, qui allaient partir, suffisaient à retrouver un niveau d'inflation acceptable. Alors maintenant, c'est quoi l'inflation acceptable post-Covid et Ukraine ? C'est la grande question. Si c'est 3%, on n'est pas loin du compte en fait. Parce que si on veut un taux réel aux États-Unis à 1, avec un taux terminal à 4%, la messe est dite. Maintenant, si on tombe à 5, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, transition énergétique, repolarisation, population active manquante, etc., là, on a un souci et on peut imaginer que les taux vont continuer à décaler vers le haut. Mais ça, c'est la question à 1 million d'euros, en fait. C'est très compliqué de savoir. On voit très bien, en plus, parce qu'on essaie d'examiner les banques centrales à l'aune d'un scénario unique. Un peu la loi de la pensée unique en ce moment. On dit que tout le monde est traité à la même enseigne. Mais en fait, non, on voit qu'aux États-Unis, la situation n'est pas du tout la même qu'en Europe. La hausse des salaires aux États-Unis, elle est de 5%. En Europe, on est à 2 fois moins, je crois, à peu près aujourd'hui. On n'a pas du tout la même dynamique, même s'il y a une consommation qui est forte en Europe. Aux États-Unis, c'est un niveau extravagant par rapport à ce qu'on connaît. Donc c'est compliqué de savoir où on atterrit avec des variables exogènes comme la guerre, comme la Chine, voilà. Donc à chaque fois, c'est vrai que le scénario évolue. C'est rassurant de voir les banques centrales s'ajuster. Vous préférez voir une banque centrale qui s'ajuste, qui est capable très rapidement de s'adapter à une nouvelle réalité. Le monde change très vite du point de vue des marchés. Ou est-ce que vous préférez une banque centrale qui essaye d'être un peu plus droit dans ses bottes, quitte à peut-être se planter. Enfin, dans les deux cas, elle peut se planter. C'est toujours pareil, c'est qu'on a laissé les banques centrales au premier rang, seules, pendant toutes ces crises, avec un politique qui s'est complètement effacé. Et c'est naturel de repricer le risque. C'est normal de perdre de l'argent, parce qu'on a oublié qu'on pouvait perdre de l'argent. On a laissé le royaume de l'abstrait s'installer l'année dernière, quand on parle de NFT, de Bitcoin, de SPAC. Voilà, c'était des chèques en blanc qui ont été réalisés. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Non, il faut quand même un retour à la réalité. Il faut avoir un peu mal pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et voilà, enfin, c'est pas quand on voit le comportement des particuliers américains sur les 3-4 dernières années, avec hélicoptère monnaie, on n'est pas dans un monde réel là. Donc c'est un peu normal que ça corrige. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que c'est toujours pareil. On a une période de politique libérale, voire ultra-libérale sur les 30 dernières années. Aujourd'hui, on voit très bien que ça prend fin. Alors, on n'est pas passé à une période de dirigisme, mais on va sûrement avoir une économie beaucoup plus administrée, ne serait-ce que pour gérer la raréfaction des ressources naturelles. Alors, il faut espérer que ça soit administré dans le bon sens, parce que quand on lit le communiqué de la Commission... de la réunion de la Commission européenne sur la taxonomie, où on essaye de bannir le gaz naturel et le nucléaire de la taxonomie européenne, ça fait un peu peur. On se demande où habitent les politiques. Sachant que 95% du solaire est produit en Chine, que les relations diplomatiques se sont un peu détériorées ces derniers temps partout dans le monde. C'est un peu pareil sur l'éolien. L'éolien, si on veut subvenir à nos besoins avec l'éolien, il va falloir planter tout le territoire de l'Espagne. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Donc, là, vous dites on manque d'un principe de réalité. On a un problème politique. On a un problème de leadership politique. On a un problème de planification, encore une fois. Alors, je ne parle pas de l'Union soviétique,
Mais je parle tout simplement de politiques qui prennent leurs responsabilités et qui ne laissent pas la Banque centrale répondre à tous les maux. La Banque centrale, elle gère la politique monétaire. Elle ne va pas gérer la transition énergétique, elle ne va pas gérer la guerre en Ukraine et elle ne va pas faire réélire Monsieur Tartampion. Non, mais moi j'aime beaucoup ce discours et j'adhère à 100% sur l'idée qu'on se défausse tous collectivement de nos responsabilités et qu'on est bien content de trouver les banques centrales en première ligne. C'est pas tout à fait vrai, Hervé. On se demande quand même si dans la sphère publique, il n'y a pas des... Mais même sur le court terme, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ? Joe Biden réfléchit à baisser les tarifs douaniers. On se demande à quoi ces tarifs douaniers ont servi et à quoi ils servent aujourd'hui. Ça a été une taxe, une ponction sur le consommateur américain, on le sait bien. Non mais moi, j'adhère à l'idée que l'on entre dans une nouvelle phase où on mettra plus l'économique au service de la société avec un grand S, qui finalement était jamais que l'état du monde qu'on a pu connaître de la fin de la Deuxième Guerre mondiale au début des années 80. Donc on quitterait Friedman pour retrouver Keynes, quoi. Ça ressemblerait un peu à ça. Non, moi, le point, c'est que si on entre dans cette logique-là, comme les marchés peuvent faire des erreurs, et des erreurs de marché, des crises de marché, on en a connu ces derniers temps, les politiques peuvent aussi faire des erreurs. Et j'étais, en écoutant Michel, en train d'essayer de me souvenir, alors de ce que j'ai lu plus que de ce que j'ai connu, même si je l'ai un peu connu, mais j'étais jeune. En fait, la politique énergétique, avant le premier choc pétrolier, singulièrement la politique énergétique américaine, il y a quand même eu de grosses erreurs, des allers-retours, ce qui fait que les producteurs du Moyen-Orient ont fini par être fâchés par ce cap américain qui paraissait pas très bien tenu. Et puis après, quand le militaire ou le géopolitique s'en est mêlé, on a eu donc le premier choc pétrolier, puis après, en écho, le deuxième. Donc oui, vraisemblablement, on va retrouver du politique, mais si on prend simplement le domaine de l'énergie, où aujourd'hui on voit bien que pour assurer la transition, on va avoir besoin de politique, il faut espérer que ça va être mieux géré que ce ne fut le cas aux États-Unis dans les années 60, pour faire simple. Et donc, on oppose toujours le marché ou le libéralisme à l'économique ou au keynésianisme, très bien, mais en fait, du bon marché, c'est-à-dire avec de la capacité à prendre du recul, c'est bien, de la politique avec de la capacité à prendre du recul, vous voulez le meilleur des deux mondes, quoi. Mais si on fait des bêtises à droite ou à gauche, ça ne va pas nous aider, quoi. Commentaire, Alexandre, et puis allons-y un peu sur la partie investissement, là. Est-ce qu'il y a déjà des questions à se poser, voire des décisions à prendre ? Alors, un rapide commentaire sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense que sur les dernières semaines, on a tous rouvert des livres d'histoire plus que des livres d'économie. Et effectivement, alors ce qu'on appelle la transition énergétique aujourd'hui, ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore le nom, mais en fait, la conséquence, c'est un troisième choc pétrolier. C'est là d'où elle vient l'inflation, parce que on a eu des années et des années, effectivement, d'abondance de liquidités. On n'avait pas vu cette inflation-là avant Covid. Donc on a eu un choc très fort où le pétrole est tombé quasiment à 0 pour aller à 120 quand même relativement rapidement. Et donc on voit qu'il y a eu tout qui s'enchaîne avec cette inflation. Et aujourd'hui, on a exactement la même réaction avec les banques centrales qui doivent tasser l'inflation, qui vont beaucoup plus vite dans leur hausse de taux. Et là où il faut leur donner du crédit, je reviens sur le point de Michel, c'est qu'elle tente quelque chose qui est inédit. Elle nous annonce un potentiel, ça va être difficile, mais on va essayer de faire un atterrissage en douceur. 73-74 et 1980-81, ça c'est fini par une récession. Donc on devrait avoir une récession. C'est le cas le plus probable. Mais effectivement... Certains estiment qu'une récession courte suffirait à valider l'idée d'un atterrissage en douceur. C'est-à-dire que pour moi, le scénario d'atterrissage en douceur, c'est au-delà d'une récession d'un ou deux trimestres qui se calcule avec un ou deux chiffres après la virgule. Tout à fait. 2 trimestres de croissance négative, c'est probablement le meilleur scénario. C'est ça. Avec un marché qui ne baisse pas tant que ça. Et effectivement, mais les périodes du passé sont quand même très comparables. Quand on regarde 80-81, c'est à peu près ce qui s'est passé. Il y a une récession, mais globalement, le drawdown du marché était quand même assez limité. 73-74, c'est 2 années de croissance négative
très prononcée, ça dure beaucoup plus longtemps, et le drawdown du marché au plus bas, je crois que c'est moins 34. Donc on a encore un petit peu de potentiel de baisse. Et pour répondre à votre question sur les décisions d'investissement, aujourd'hui on est quand même, enfin pour ma part, vraiment le nez dans le guidon avec une lisibilité qui est très très altérée. À partir de ce moment-là, j'ai plutôt tendance à essayer de blinder mes portefeuilles au maximum pour, comme on dit, espérer le meilleur, se préparer pour le pire. Et donc je suis, en tout cas en allocation, je suis très peu exposé aujourd'hui, quitte à perdre quelques points dans un potentiel rebond. Je préfère être assez défensif sur des secteurs défensifs quand j'ai une exposition action. Avec, pour finir la réponse et peut-être ouvrir sur un autre sujet, un petit peu d'action chinoise, mais il y a un mais, de manière très parcimonieuse et sur des secteurs bien précis, parce que typiquement la technologie, parce que si le pouvoir en place aujourd'hui est content avec la réglementation sur les grosses boîtes de tech, il peut y avoir d'autres secteurs qui seront touchés, l'immobilier, la santé, etc. Donc je fais quand même très attention. Mais sur hors Chine, je me souviens très bien, il y a 15 jours, 3 semaines, la discussion sur le plateau, c'était est-ce que l'obligataire redevient intéressant, que ce soit du sans risque ou du crédit, ça y est, on retrouve de l'attrait relatif, le risque-rendement est beaucoup plus acceptable, etc. Mais en absolu, c'est le cas. D'accord. Donc ça allait encore plus aujourd'hui avec la correction obligataire et la correction du crédit qui s'est poursuivie. Oui, disons que ça fait très longtemps qu'en crédit, notamment, on n'a pas été payé pour le risque. Aujourd'hui, on l'est. Mais à court terme, quand je dis à court terme, c'est dans les mois qui viennent. On ne sait pas jusqu'où le stress et le test va aller. Donc j'ai plutôt tendance aujourd'hui à encore éviter le crédit. J'y reviens pas tout de suite, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus. Michel, sur la partie investissement, et vous me disiez, on en parlait avant l'émission, mais c'est intéressant, ça rejoint là aussi le discours. Alors, c'était plus sur des parties banque privée ou gestion privée. Les clients appellent, alors il y a ceux qui appellent, ils sont inquiets, stressés, etc. Mais il y a aussi des clients qui appellent en se disant, tiens, est-ce que c'est pas une occasion, 4% sur le 10 ans italien, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup? J'appelle mon banquier. Oui, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que on est mieux quand on a perdu 30% sur le Nasdaq pour se poser la question d'acheter que quand on a pris 80% en 6 mois. Oui, voilà, en 2 ans. Oui. Donc, déjà, c'est un peu naturel et c'est un peu du bon sens. Et le deuxième, en fait, aux États-Unis, ils sont en train de changer de prénom féminin. Avant, ils étaient au Tina. Alors, Tina, elle a fait son temps. Maintenant, on est à Tara. Alors, il y a des alternatives raisonnables aux actions. Raisonnable. Voilà, le R pour raisonnable. D'accord. Et oui, Tara a raison, puisque avoir du high yield en Europe à 5,5% de spread, ça commence à se regarder. Alors je suis d'accord, franchement, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est mieux que quand c'était complètement écrabouillé. Donc il y a vraisemblablement du cash, et ça on le sait, on le voit dans toutes les études de sentiment et de positionnement. On n'a quasiment jamais eu autant de cash dans les différents portefeuilles, que ce soit fonds de pension ou autres. Donc il y a forcément, quand on a des mouvements aussi brutaux de correction, une opportunité de commencer à réinvestir un peu la part de nos cash. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Maintenant, méfiance dans ces marchés-là. On l'a vu, les 3 dernières semaines, on avait vraiment l'impression d'être imbécile quand on était peu risqué ou quand on était plutôt défensif. Et c'est exactement, alors pour l'avoir vécu pour le coup, ce qui s'était passé entre 2000 et 2002 sur le Nasdaq. Pour mémoire. C'est les bear market rally, c'est ça? Exactement. Alors le bear market rally, c'est le truc qui vous tue, littéralement. Entre 2000 et 2002, le Nasdaq, il a pris 8 fois, il a rebondi 8 fois de plus de 20%. D'accord, pour, in fine, perdre 75%. Sur la période. Bon, j'ai perdu quelques collègues sur ce mouvement-là, mais franchement, c'est des choses à garder en tête. Et là, j'ai retrouvé un peu ces conditions-là. C'est que tout rebondit, on a l'impression que finalement... D'ailleurs, on se posait, il y a 3 scénarios. Atterrissage en douceur, récession ou stagflation. Je suis désolé, mais il y a moins d'une semaine, le scénario de l'atterrissage en douceur, c'était quand même ce qui commençait à être privilégié. Oui, bien sûr. Et là, on reparle de récession. Donc, franchement, donc oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses. Enfin, c'est même un euphémisme à faire aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Maintenant, les conditions de marché sont très, très compliquées. Mais par exemple, sur le crédit, qui est, semble-t-il, la porte d'entrée rationale, raisonnable pour des gros investisseurs, avant de voir pour les actions, j'ai plus... Alors,
On est quoi à 8,5% de taux pour du high yield américain, c'est 500 points de base de spread. Même si on a une récession américaine, on est couvert de ce risque-là aujourd'hui avec ce type de rendement. En fait, en ce moment, on est revenu, et c'est plutôt bon pour nous qui sommes des gestions actives, à la nécessité de différenciation et de sélectionner précisément les titres. Donc c'est valable sur le crédit, que ce soit investment grade ou high yield, c'est valable sur les actions aussi. Un titre qui a, je ne signe pas son nom, qui a une production en Roumanie, qui est assimilée de loin aux États-Unis à l'URSS, qui vend pour 50% de son chiffre d'affaires en Asie et surtout en Chine, et qui est basé en Italie boursièrement, il a toutes les qualités pour passer par la fenêtre. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un mauvais business? Non. Est-ce que c'est un business qui va survivre? Oui. Est-ce que c'est bien valorisé aujourd'hui? Franchement, ça devient attractif. Maintenant, c'est de l'Italie, c'est de la Chine, c'est de la Roumanie. Compliqué. Mais il y a des opportunités. En fait, c'est toujours pareil. Si on est, comme disait Hervé, des court-termistes absolus, frénétiques, un peu comme le caméléon. Normalement, non. Ouais, alors le caméléon sur la jupe écossaise, là, il est en arrêt cardiaque quasiment. Mais si on a un peu de temps et si on essaie de se projeter à long terme, là, il y a quand même des opportunités sur la dette et aussi au niveau géographique. La Chine, c'est quand même bientôt la première puissance mondiale. C'est un peu dommage d'ignorer son marché. Il y a des choses à faire. Est-ce que la Chine peut apporter de meilleures nouvelles là sur les prochains mois? Moi, je pense que ça reste très confus et que la Chine offre des possibilités. Oui, que la Chine soit incontournable. Oui, tout ça, c'est absolument vrai. Que la Chine soit un élément de stabilité, c'est vrai aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des fondamentaux là qui sont bons, mais il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 12 mois, on aurait dit pareil et le résultat en termes de performance de marché n'aurait pas été très bon. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des phénomènes de calendrier à prendre en compte. Je vois tout de même en Chine beaucoup de nervosité. Alors la politique de santé avec tout de même toujours un suivi très strict de tout ce qui se passe et finalement un frein à l'économie au titre de ce suivi, ça se maintient. En termes de politique extérieure, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a des discours agressifs vis-à-vis des États-Unis, mais en même temps, on parle d'ouvrir des discussions. On est très proche de la Chine, mais mais le principal envoyé auprès de la Russie vient de changer de fonction. Donc tout est éminemment contradictoire. Et en politique intérieure, d'un côté, on nous dit que le président Xi règne en maître. De l'autre côté, on nous dit qu'il y a des oppositions qui sont en train de se mettre en place. Donc j'ai quand même le sentiment que d'ici au congrès de novembre, ça va tirer à U et à Dia, et que la recherche de stabilité, donc on va mettre un couvercle sur tout ça, c'est quand même quelque chose qui va pénaliser la croissance. Donc si on veut voir loin et se dire la Chine, c'est un incontournable, on peut peut-être commencer en se disant c'est pas très cher aujourd'hui, mais à un horizon de moins de 6 mois, est-ce que vraiment on va être payé du choix que l'on fait? Ça ne me semble pas extrêmement clair. Pour ces raisons-là, il faut que la poussière retombe et elle ne va pas retomber de suite. Qu'est-ce qui vous a fait revenir, doucement, sur quelques segments du marché chinois, Alexandre? Et qu'est-ce qui fait que le marché chinois, dans son ensemble, y compris la composante technologique, est le meilleur marché des dernières semaines, là, partant de très bas? On est quasiment dans la situation du pire. Donc le marché anticipe toujours un meilleur environnement. Le premier point, c'est la politique zéro Covid qui tout doucement commence à prendre fin, mais avec des hauts et des bas. Comme le disait très bien Hervé, c'est opaque, il y a des séries de tests, il peut y avoir des reconfinements, donc c'est long. Et d'ailleurs, c'est cette politique zéro Covid qui explique que ce qu'espère le marché depuis pas mal de temps, qui est la politique monétaire accommodante, parce qu'ils peuvent se le permettre avec une inflation à 2,5, et une relance budgétaire, ces deux éléments-là n'arrivent pas parce qu'il y a la politique zéro Covid. Donc en fait, c'est le dernier obstacle à faire sauter pour qu'ils envoient pour envoyer les... Oui, voilà. D'accord. Et le dernier élément, particulièrement sur la technologie, on reste quand même avec pas mal de mastodontes, les Alibaba, les Tencent et autres. Ça, c'est un marché qui a déjà capitulé.
C'est un marché qui fait entre moins 60 et moins 70 depuis les points hauts. On a eu une vraie capitulation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas refaire moins 50. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais on a déjà eu une capitulation. Ce qui n'est pas forcément le cas, ou du moins le cas depuis lundi, essentiellement sur nos marchés. On n'a pas encore eu de vraie capitulation. Donc le fait que ça ait déjà capitulé, commencer à revenir, ça me paraît être une idée intéressante. Et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que pour répondre à la deuxième partie de votre question, la raison pour laquelle c'est le meilleur marché depuis quelques semaines, c'est que les flux reviennent massivement dessus. Ah oui. Il y a des flux acheteurs très très forts sur la Chine dernièrement. D'accord. Donc c'est pas si ininvestissable que ça. C'est pas si ininvestissable que ça. Il y en a qui voient l'opportunité. Oui, non, ça reste investissable, c'est ce que vous disiez, Michel. C'est un débat. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce tour d'horizon de l'actualité de marché encore très, très chargée. Réunion de la Fed à suivre. On débriefera évidemment le FOMC demain ensemble à 12h30. Michel Saunier était avec nous ce soir, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy. Et Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la stratégie énergétique européenne, une stratégie embryonnaire, mais qui prend forme avec le plan Repower EU, détaillé par la Commission européenne il y a un peu plus d'un mois et qui doit être finalisé, bien sûr, notamment sur le plan politique, avec la validation attendue au plus haut niveau. Nous en parlons avec Xavier Rognard, analyste chez Bryan Garnier et spécialiste du secteur de l'énergie au sens large. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on avait Next Gen EU, on a désormais Repower EU, alors qui répond à différentes problématiques, les problématiques de court terme avec la Russie, bien sûr, mais également l'idée étant de se projeter un peu plus long terme sur une stratégie européenne énergétique. Qu'est-ce que vous retenez des détails qui ont été livrés il y a un mois de cela maintenant, Xavier ? Alors, déjà, si on reprend un petit peu les bases, Repower EU, l'objectif, c'est de mettre fin à cette dépendance vis-à-vis du gaz russe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe importe à peu près 90% de son gaz, dont à peu près 40% vient directement de Russie. Donc chaque année, on importe environ 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel directement de Russie. Il y a plusieurs leviers pour mettre fin à cette dépendance. La première, c'est tout simplement d'importer le gaz d'autres pays. Donc, on va importer notamment du GNL des États-Unis, du Qatar. Voilà, ça représente à peu près 60 milliards de mètres cubes chaque année. Ça, c'est une solution à court terme, mais on reste sur une énergie qui est fossile. Donc ça, c'est une sorte de solution très court terme. Mais à plus long terme, il faut évidemment penser à des choses un petit peu plus vertueuses. Un des leviers, ça va être notamment de développer tout ce qui est biométhane. Donc toujours du gaz naturel, mais qui est renouvelable. Ce biométhane, il peut venir notamment de la digestion de déchets agricoles, du gaz de décharge, de boue de stations d'épuration également. Une autre solution évidente dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est l'hydrogène vert. Là, on peut faire à peu près une cinquantaine de milliards de mètres cubes chaque année, donc à peu près un tiers finalement des importations de gaz russe. Et là, sur ces 50 milliards de mètres cubes, on va en produire à peu près 50% au sein de l'Europe, vraiment une production domestique, ce qui va notamment nécessiter une accélération du déploiement des capacités de renouvelables. Donc ça, c'est un élément intéressant dans le cadre du plan Repower EU. On va simplifier un petit peu, assouplir les procédures de déploiement de nouveaux projets renouvelables, parce qu'on sait que c'est ce qui bloque un peu, ça prend du temps, notamment sur des sujets de renouvelables éoliens offshore, par exemple. On sait que les projets sont très longs entre le début d'un projet et puis son entrée en service. Il peut s'écouler une dizaine d'années, donc c'est extrêmement long. Et puis les 50% restants d'hydrogène vert, on va les importer d'autres géographies, parce qu'on ne pourra pas produire tout l'hydrogène vert dont on a besoin en Europe. Est-ce que c'est un plan qui est doté d'un budget, Xavier ? Est-ce qu'il y a des proceeds, il y a des moyens financiers potentiels mis à disposition derrière ces objectifs ? Alors, il y a effectivement des moyens financiers qui sont importants pour justement financer tous ces investissements. Sur l'hydrogène, il y avait déjà des plans qui avaient été annoncés.
Donc oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est déjà bien financé. Et le GNL, vous considérez effectivement que c'est une brique de la transition, mais c'est pas une partie du mix qui est amenée à rester pérenne. Parce que là, on voit les contrats, c'est des contrats longs quand même. Hein. C'est sur 10-15 ans. Engie aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Total au Qatar. Est-ce que c'est juste une énergie de la transition ou est-ce que c'est notre mix énergétique pour longtemps maintenant? Alors le gaz naturel restera dans le mix énergétique pour très longtemps, ne serait-ce qu'on a besoin de moyens de production d'électricité qui soient stables, qui soient pilotables, ce qui n'est pas le cas des énergies renouvelables comme l'éolien, comme le photovoltaïque qui sont très intermittents. Donc le gaz naturel va rester effectivement dans le mix énergétique pendant encore des décennies. Bon, pour l'investisseur, comment est-ce que ce type de programme peut se traduire? On le voit bien, hein, cette logique de plus en plus collaborative, ou en tout cas, voilà, le public, les États ont un cap à fixer. Les partenariats publics-privés, c'est quelque chose d'existant. On sait très bien fonctionner avec ce genre de schéma. On en a déjà eu, y compris au niveau européen, avant même Next Gen EU. Rappelons quand même qu'il y a eu un plan Juncker il y a quelques années, qui a servi de base, on va dire, peut-être à ce type de programme. Pour l'investisseur privé, concrètement, là, est-ce qu'il y a un guide, un playbook intéressant à regarder, voire à suivre? Alors, une manière assez simple, finalement, de jouer ce plan REPowerEU, c'est de se positionner sur les différents leviers. On peut se positionner de manière assez simple sur l'hydrogène vert, avec des sociétés bien connues comme Air Liquide, également des producteurs d'électrolyseurs, donc ces outils qui servent à produire de l'hydrogène vert. Donc ça peut être McPhy en France, notamment. On peut également décider de se positionner sur le levier du GNL. Donc là, une société comme GTT, par exemple, peut être aussi un acteur intéressant et qui est un peu plus à coup double. C'est vrai que les investisseurs, quand ils regardent le dossier GTT, on pense tout de suite GTT égale GNL. Il faut rappeler ce qu'ils font, oui, Xavier. Alors, oui, parce GTT que fait notamment des membranes pour le transport de GNL. Ouais. Via les méthaniers, via les grands navires. Voilà, exactement. Mais ce qu'on connaît moins chez GTT, c'est une division qui s'appelle Elogen et qui produit notamment des électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert. Donc GTT, ça peut être un bon play à la fois pour se positionner sur ces deux leviers, à la fois le GNL et puis l'hydrogène vert. Ouais, ils ont, parce que le cours de bourse a explosé de GTT, évidemment, logique. Ils ont... je sais pas, ils ont des positions concurrentielles sur ces marchés-là qui sont imprenables. Les chantiers navals continuent de leur passer des commandes. Les Sud-Coréens et autres continuent de passer des commandes à la GTT aujourd'hui. Alors effectivement, la dernière publication des résultats était extrêmement convaincante sur les prises de commandes de GTT. On est sur une très bonne dynamique commerciale. Et puis GTT bénéficie effectivement d'une position qui est quasi monopolistique sur ces membranes pour le transport de GNL. Ouais. Sur des énergies comme le solaire ou comme l'éolien, est-ce que le marché boursier est adapté à ce type de projet aujourd'hui? Est-ce que là aussi, c'est un vecteur peut-être de déploiement, d'investissement pour des investisseurs boursiers sur les marchés de capitaux? Oui, on peut tout à fait se positionner sur des acteurs du renouvelable. En France, on peut trouver des sociétés comme Neoen, comme Voltalia. Ouais. On peut aussi regarder un petit peu à l'international. Des sociétés comme Ørsted, par exemple. Ça, ce sont des titres qui ont un petit peu souffert ces derniers temps, alors comme beaucoup de sociétés sur le marché. Mais ce sont des acteurs intéressants à regarder, effectivement. Ouais. Ce que j'ai en tête, c'est Siemens Energy qui sort Gamesa de la bourse, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, Xavier, c'était il y a quelques semaines. Le constat qu'on dressait, c'était de se dire... les horizons de temps peut-être de rentabilité pour ces projets éoliens, en l'occurrence, Gamesa est un des grands groupes éoliens en Europe, ne sont pas adaptés aux horizons de temps d'un marché comme le marché boursier. Les rentabilités espérées ne sont peut-être pas celles qui conviennent aussi à des investisseurs boursiers aujourd'hui. Alors, est-ce que ça peut se réconcilier ou est-ce que Siemens Energy, a raison de dire à un moment,
il faut prendre des décisions et se dire qu'on est mieux dans le privé. Alors sur l'investissement dans le renouvelable, je pense qu'il faut vraiment distinguer d'un côté les équipementiers, effectivement des gens dans les capital goods qui produisent effectivement les turbines, où là c'est compliqué, on sent effectivement la pression notamment d'acteurs chinois. Ouais. Et puis de l'autre côté, on va avoir des développeurs de projets, des gens qui produisent effectivement de l'électricité, où là on peut être sur un profil plus défensif. Parce qu'on a des contrats qu'on appelle de PPA, donc on a des contrats pour de la vente d'électricité sur 15, 20 ans, par exemple. Et donc là, on est plus à l'aise, même s'il y a aussi effectivement de la pression sur les marges. Les rendements des projets sont sous pression, là aussi, parce qu'il y a la concurrence notamment des majors pétrolières. Mais c'est probablement, si on veut se positionner sur le renouvelable, plutôt effectivement se positionner sur des développeurs de projets, des producteurs, davantage que sur des équipementiers. Pour revenir à la philosophie générale de REPowerEU, j'ai été marqué par la réponse qui a été faite par le commissaire Frans Timmermans, donc qui s'occupe au niveau européen, commissaire européen, qui s'occupe de la mise en place justement de cette stratégie énergétique. Le jour où les détails sont dévoilés par la Commission, un journaliste lui demande est-ce que REPowerEU est compatible avec la transition énergétique, les objectifs qu'on se fixe? Parce qu'il y a du charbon dans REPowerEU. À court terme, en tout cas, c'est une solution à laquelle on ne peut pas couper aujourd'hui. La réponse de Timmermans, c'est de dire on n'a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est donc la question des horizons, bien sûr, mais à court terme, on n'a pas le choix de faire autrement. À court terme, effectivement, on va pas avoir le choix parce que décarboner le mix énergétique, ça prend du temps. Ouais. C'est pas si évident. On ne peut pas simplement déployer du renouvelable parce que l'intermittence pose un problème pour la stabilité du réseau. Donc il faut effectivement des solutions de stockage. Ça peut être l'installation de batteries, l'hydrogène aussi à long terme. On remet vraiment en cause quand même toute l'infrastructure électrique, tout le réseau, tout notre mix énergétique. Donc ça se fait pas effectivement du jour au lendemain. Mais ça tue pas le signal. Ça risque pas à long terme de tuer. J'ai vu aussi qu'ils envisageaient de vendre, alors pour créer un peu de recettes, des crédits carbone. Avec la logique de se dire le produit de la vente de ces crédits carbone, bon déjà on veut plutôt voir le prix monter, donc là on va quand même en vendre, c'est de dire on va le réallouer sur des investissements qui seront peut-être fossiles en partie d'une certaine manière. Tout est à faire finalement d'équilibre. Il faut des prix du CO2 qui soient plus élevés pour inciter justement les investisseurs, flécher finalement les investissements vers ce qui est renouvelable, vers ce qui est vertueux. Et en même temps, effectivement, il ne faut pas des prix trop élevés, parce qu'on le voit, le prix de l'énergie qui est en train de flamber littéralement, ça met aussi un petit peu en péril la croissance économique. Et là, effectivement, quand la croissance économique est à risque, finalement, c'est moins la transition énergétique n'est plus la priorité. Secondaire, mais oui. Donc il faut trouver un juste milieu, effectivement. Ouais. Mais on ne tue pas le signal. Enfin, mais on ne tue pas le signal. Oui, d'accord. Non. Merci beaucoup Xavier Renière qui était avec nous en plateau, spécialiste des questions énergétiques, analyste chez Bryan Garnier qui était avec nous donc pour revenir sur les détails du plan REPowerEU dévoilé par la Commission européenne il y a à peine un mois. Voilà pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition en direct sur Bismart.